on va de plus en plus vers des techniques non invasives, des techniques où on n'a pas besoin de faire des prélèvements. Un petit peu comme le cube de Margot, on dispose aujourd'hui d'instruments, souvent ils sont sous la forme de pistolets, parce qu'il faut quand même la partie où on peut le tenir ergonomiquement, qui vont permettre de mettre cet objet en face d'un objet archéologique ou d'un autre type d'objet, et on va obtenir une composition élémentaire, on va pouvoir savoir de quel élément chimique il est composé, ou structural, on va savoir vraiment de quelle molécule il est fabriqué. Ça existe de nos jours. Au niveau datation, on est encore obligé de faire des prélèvements, des micro-prélèvements, invisibles à l'œil nu souvent, mais on est quand même encore obligé de faire des micro-prélèvements pour obtenir une datation, soit par carbone 14, soit par d'autres techniques. Il y a plein d'autres techniques de datation possibles. Le carbone 14 existe sous la forme de carbone 12 et carbone 14. Et c'est le ratio, c'est la proportion entre ces deux éléments qui, une fois qu'on l'a estimé scientifiquement avec un cube ou avec un appareil, va pouvoir nous dire cette proportion se situe là dans le temps, au XVIe siècle, à l'époque égyptienne. Chaque proportion va correspondre à une période de l'histoire. Il n'y a pas que le carbone 14, il y a d'autres éléments comme l'uranium-thorium, comme le potassium-argon, qui partent sur le même principe. C'est le rapport de deux éléments qui vont permettre de les placer dans le temps et donc de placer l'objet qu'on date. À part les décompositions radioactives, il y a des datations qui sont basées sur les défauts cristallins dans les minéraux, comme la thermoluminescence, par exemple, qui est un autre type de datation. Tout ça, c'était des datations directes. Les datations indirectes, ou à contrario, c'est-à-dire on va analyser un objet, on va trouver un pigment du XXe siècle dessus. Cet objet est présumé être du XVIe siècle. Donc il y a un petit doute qui va s'instaurer ici, qui consiste à dire pourquoi on a des pigments du XXe siècle sur un objet du XVIe siècle. C'est une datation indirecte. On sait qu'il y a eu une intervention sur l'objet, au moins une intervention sur l'objet au XXe siècle. Ça ne veut pas dire que l'objet est faux, mais il y a eu une intervention sur cet objet au cours du XXe siècle. Et il faut garder à l'esprit qu'un restaurateur, qu'un particulier, ait voulu changer la couleur de ce tableau au cours du XXe siècle, ce qui arrive souvent. Les modes changent. Les patines sur les sculptures changent intentionnellement. Au XIXe siècle, on a repeint toutes les sculptures du XVIe siècle parce qu'on ne les trouvait pas belles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses. Et il faut que le scientifique ait connaissance de toutes ces données historiographiques pour ne pas mésinterpréter un résultat. Alors, en ce qui concerne les peintures rupestres, effectivement, on a analysé beaucoup de peintures rupestres. Il faut savoir que la palette des pigments n'est pas très variée. On a des oxydes de manganèse, des oxydes de fer, du carbone. Voilà, il y a un peu plus de diversité que ça, mais c'est vraiment limité par rapport aux pigments contemporains. Si on a de la chance de tomber sur des pigments à base de carbone, ce carbone, on peut le dater, ce qui n'est pas le cas avec les oxydes de fer ou les oxydes de manganèse. Donc une fois qu'on l'a caractérisé, si on a assez de matière, on peut dater la peinture, ce qui est assez intéressant, et ça nous est arrivé. Après, il faut savoir que l'analyse de ces pigments est complexe parce que c'est des milieux qui ont subi une dégradation. Les peintures, donc, d'abord datent de très longtemps, donc elles se sont dégradées, elles sont effacées. On ne les voit pas visuellement directement. On utilise des fois certaines techniques d'imagerie pour voir les restes de ces pigments. Et puis elles se sont dégradées aussi à cause de l'homme qui est rentré dans certaines grottes, l'exsudation de la paroi, les changements de température, d'atmosphère, d'humidité, qui fait qu'il y a des voiles qui peuvent se former sur les peintures, des voiles de calcite qui peuvent cacher complètement la peinture et qui aussi parasitent les résultats. Ce serait aussi intéressant que l'on puisse dans le futur pouvoir donner des provenances pour les pigments, essayer de corréler des chemins, pas commerciaux, mais des chemins d'échange pour de certains pigments à base d'oxyde de fer ou à base d'oxyde de manganèse. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, c'est encore assez difficile, parce que d'une part on dispose de peu de matière, et d'autre part, comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore la composition des différents sites géologiques
forcément autour des sites préhistoriques. Et ça serait intéressant à un moment donné de corréler, de savoir s'ils ont été chercher loin leurs pigments ou s'ils les ont pris au pied à leurs pieds. On est souvent confronté à des faux, donc c'est plus des déceptions, des découvertes négatives. Des découvertes positives, c'est intéressant pour nous au niveau scientifique quand on arrive à mettre en évidence des dessins préparatoires dans une peinture par imagerie ultraviolet. On arrive à voir une coiffe qui n'existe pas dans le résultat final, l'auteur, le peintre aurait changé d'avis. Quand on arrive à retrouver une peinture, et c'est le cas, par radiographie X, en dessous d'une autre peinture, alors souvent pas dans le même sens, elle est souvent retournée, donc une personne qui a réutilisé une toile pour repeindre au-dessus, ça arrive assez souvent. Ça peut être très intéressant aussi quand on arrive à corréler des artistes par le biais des matériaux qu'ils ont utilisés, c'est-à-dire un sculpteur de bronze, quand on arrive à retrouver la même composition au niveau de l'alliage dans une autre sculpture, c'est extrêmement intéressant, surtout quand cette composition est très spécifique et très singulière. Donc ça permet un petit peu de corréler un artiste et les œuvres de cet artiste, et ça fait partie d'un projet de recherche du laboratoire, c'est de comprendre dans les sculpteurs de bronze de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, de comprendre les matériaux qu'ils utilisaient, de comprendre quelles étaient leurs interactions avec les fondeurs. Donc il y a des auteurs, des sculpteurs comme Giacometti, comme Moore, comme Brancusi qui sont actuellement étudiés au laboratoire, Mayol. Et on essaie de comprendre un petit peu les matériaux qu'ils utilisaient et voir s'ils sont spécifiques à ces artistes et pour quel genre de sculpture. Au niveau du côté non invasif, du domaine non invasif, on va de moins en moins faire de prélèvements, je pense, sur les objets. Dans le futur, ce sera le cas aussi. Grâce à la technologie et à l'avancée de la technique dans le domaine de l'imagerie et dans le domaine de la caractérisation des matériaux, on pourra, je pense, obtenir des clichés ou des cartographies d'un tableau en entier, instantanément, au niveau pigmentaire. On pourra déterminer la composition du pigment sur la totalité de la surface, mais pas uniquement sur la surface, probablement de manière confocale en rentrant en profondeur dans le tableau. Et comme ça, décomposer un petit peu les restaurations ou les travaux préparatoires qui ont été faits. De nos jours, ça existe, mais à l'échelle inférieure au millimètre. Et qui prennent énormément de temps, énormément d'énergie au niveau de la source d'analyse. Je pense que dans le futur, ça sera l'instantanéité de ce résultat et la précision, la sensibilité qui sera révolutionnaire. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la science-fiction, loin de là, mais ce que je sais, ce que je pense, c'est que la science-fiction peut être prédictive ou peut ne pas l'être. Sur la base de ce que j'ai lu, il y a des ouvrages qui traitent de la science-fiction de manière de manière peu plausible. Jules Verne, par exemple, dans certains ouvrages, ne s'embarrassait pas de logique scientifique. En contrepartie, certains auteurs contemporains, comme Clarke, grand public, qui sont des physiciens ou des chimistes à la base, élaborent des scénarios qui seraient scientifiquement plausibles dans le futur. Donc voilà mon point de vue. D'autre part, j'ai toujours à l'esprit des auteurs, des scientifiques, des chercheurs comme Léonard de Vinci qui au XVIe siècle ont élaboré des théories, des schémas qui aujourd'hui prennent forme. Les schémas de Léonard de Vinci avec des hélices peuvent prendre forme sous la forme d'hélicoptères aujourd'hui. Alors est-ce qu'il avait imaginé l'hélicoptère comme on le voit aujourd'hui ? C'est comme ça que je vois l'interaction entre la science et la science-fiction. C'est la science-fiction qui a permis au grand public qui a préparé le terrain dans l'esprit du grand public pour l'exploration spatiale, par exemple. À l'époque où l'exploration spatiale n'existait pas, on imaginait déjà des fusées aller dans l'espace,
marcher sur des planètes, ce qui fait que quand ça s'est vraiment réalisé, le public était là, était présent.